Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième et dernière session de partage du travail d'Élan. Je vais passer tout de suite la parole à Laura Norris, qui est de l'ambassade britannique, qui a été à nos côtés durant cette dernière phase, pour qu'elle puisse vous introduire cette session. Laura, à toi la parole. Merci Grégoire. Vous m'entendez? Très bien. Oui, ok. Alors, bonjour à tous et tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laura Norris. Comme Grégoire a déjà dit, je travaille pour l'ambassade britannique à Kinshasa. Je suis conseiller économique. Je voudrais faire quelques remarques préliminaires au nom de l'ambassade britannique avant de passer la parole à l'équipe Élan. Tout d'abord, merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. C'est un moment important pour le Royaume-Uni et pour tous nos partenaires de projet. Peut-être quelques de vous connaissez déjà, mais il y a 7 ans, nous avons lancé le projet Élan dans le but de soutenir le développement de la RDC par le renforcement des marchés du secteur privé. On a travaillé étroitement avec les entreprises pour développer le marché et améliorer les revenus d'1 million de personnes. À l'époque, cette approche était considérée comme innovante et peut-être pionnière en RDC. La durabilité était au cœur de toutes nos actions. Tout au long du programme, Élan s'est associé à des centaines d'organisations à analyser différents marchés et a aidé à piloter et démontrer une série de modèles et d'approches commerciales. L'agriculture a constitué une part importante de l'approche Élan, étant donné les liens forts et reconnus avec la réduction de la pauvreté et la croissance. Nous avons beaucoup appris en cours de route et nous avons connu quelques succès dont nous sommes très fiers, notamment dans le secteur des semences, du café et du cacao. Ce jour marque la fin de cette partie du voyage. Le projet Élan touche à sa fin, mais nous espérons vivement que de nombreux impacts resteront. L'objectif de la session d'aujourd'hui est de partager ces connaissances avec les principales parties prenantes, vous, du secteur, et d'aider à informer les efforts futurs pour construire le secteur agricole de la RDC. Dans ce contexte, nous invitons des points de vue et des questions de ceux qui ont rejoint l'appel. N'hésitez pas à enregistrer vos questions et commentaires pendant la présentation. Bien sûr, il y a encore beaucoup à faire. Nous sommes heureux de constater que certains aspects des activités du projet ont déjà été repris par d'autres partenaires, notamment le plaidoyer pour un secteur des semences de qualité et l'adoption de modèles de vulgarisation par les entreprises des industries du café et du cacao. Bien que le projet est l'infini, je veux dire que le Royaume-Uni continuera à être actif dans le secteur d'agriculture. Nous commençons à concevoir la prochaine phase du programme. Nous allons bien sûr tirer les leçons de l'AN et continuer à chercher comment nous pouvons innover et contribuer à des solutions durables pour le secteur. En particulier, nous allons concentrer sur le rôle de l'agriculture dans le soutien à la croissance verte en RDC. Et nous nous réjouissons de continuer à travailler avec nombre d'entre vous. Je voudrais enfin dire un grand merci à l'équipe d'Élan pour son travail et son engagement dans le secteur. En particulier à Ngama, Sébastien et Kevin. Merci pour tout votre travail et votre expérience du secteur qui ont fait du projet ce qu'il est aujourd'hui. Un grand merci également à tous les partenaires qui ont accueilli les nouvelles idées et qui ont travaillé avec le programme.
ainsi qu'à tous ceux qui nous ont soutenus tout au long du processus. Nous espérons que vous trouverez cette présentation aujourd'hui utile. Je vous remercie. À vous. Merci beaucoup, Laura. Alors je sais qu'il y avait des petits problèmes de son. Est-ce que c'est meilleur maintenant? J'espère que oui. En tout cas, on va continuer comme ça. Bas, tu peux peut-être mettre le premier slide. Voilà. Je voulais d'abord, donc je suis Grégoire Poisson, le directeur d'Élan RDC. Et je voulais d'abord, avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, qui va porter sur l'agriculture, faire une petite introduction sur ce programme qui a maintenant 7 ans. On a commencé en 2014 et 2 phases. C'est un programme c'est un programme de développement du secteur privé, donc un programme où on a travaillé avec les entreprises pour développer des produits ou des services à destination et pour le bénéfice des Congolais, et en particulier des Congolais pauvres. Et donc, on a travaillé en direct avec les entreprises, des associations, le gouvernement quand il s'agissait d'améliorer le climat des affaires. Mais toujours dans l'idée d'améliorer la vie des Congolais. Et effectivement, on a réussi à atteindre presque 1 million de personnes et à augmenter leurs revenus de 52 millions de dollars durant ces 7 dernières années. On a travaillé dans trois grands secteurs. Aujourd'hui, on parle d'agriculture, mais certains d'entre vous ont peut-être pu nous rejoindre sur les deux dernières sessions, énergie renouvelable et accès à la finance. Et ça, dans 18 provinces. En première phase, c'est-à-dire jusqu'en fin 2018, on travaillait dans dans toutes les grandes zones économiques de RDC. Et puis, plus récemment, la deuxième phase s'est recentrée sur les Kivu et les Kasaï. Voilà, je ne vais pas aller plus loin. Vous avez beaucoup d'informations, vous pouvez trouver beaucoup plus d'informations sur le site. Et puis tout de suite, grâce à la présentation sur l'agriculture de notre équipe, Sébastien qui s'est donc occupé du côté café et cacao et Nama qui était le directeur du secteur agricole en général et qui présentera lui le côté grains et horticulture. N'hésitez pas à poser des questions. Il y a une touche questions et réponses en bas de vos écrans. Nous y répondrons au fur et à mesure. On veut que ce soit une présentation aussi interactive que possible. Voilà. Merci beaucoup. Nama, à toi la parole. Grégoire, Ngama a un souci de connexion. Est-ce que tu crois que tu pourrais commencer et j'essaie de lui reconnecter? Bien sûr, allons-y. Voilà le fameux bouton questions et réponses Q&A sur lequel vous pouvez cliquer pour poser vos questions par écrit et on ne manquera pas de répondre. Tu peux passer sur le prochain slide. Basta. Ok, donc ça va être une présentation brève, contexte, stratégie, nos grands résultats, et puis surtout, on veut discuter avec vous surtout des leçons apprises et des perspectives, parce qu'on pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et il y a un certain nombre d'opportunités qui nous semblent vraiment intéressantes
pour le monde du développement ou le secteur privé. Tu peux passer au prochain slide. Je vois que Ngama nous a rejoint. Ngama, si tu peux ouvrir ton micro, tu peux commencer. Ngama? Oui, vous m'entendez? Ah, désolé, la technique m'a encore laissé tomber. Dans le cadre de contexte, quand Elan a commencé en 2014, c'est que nous avons observé sur le terrain et qui était aussi documenté par d'autres programmes avant nous, était surtout la question des rendements qui était moyen en RDC. On parle pour le maïs, par exemple, de moins d'1 tonne à l'hectare contre 2 tonnes au Kenya, par exemple. Et pour les riz, c'était encore moins. Les entreprises sémencières, à l'époque, ne ciblaient pas des petits paysans. C'était soit les ONG ou les programmes gouvernementaux ou encore les fermes commerciales. L'autre observation était celle de manque de vulgarisation. Il y avait très peu de vulgarisateurs pour les ménages agricoles. Là, nous avons cité un pour 6 000 ménages agricoles. Peu d'agriculteurs étaient connectés au marché. La RDC continue à importer la majorité de son alimentation. L'autre observation que nous avons aussi faite était que les banques évitaient les secteurs agriculture. Donc, il y avait très peu d'investissements. Bien entendu, nous devons aussi parler ici d'une tentative qui a été faite par la Procrédit Bank avec des prêts offerts aux producteurs à Mbanza-Ngungu. Mais cette initiative n'a pas fait long feu. Et quand nous parlons d'éviter les secteurs, nous parlons de manque de crédit pour des opérations agricoles de production, récolte et surtout pour la période de soudure. Les politiques et cadres réglementaires étaient inadaptés dans l'agriculture en général et les semences, les secteurs sémenciers en particulier. Next, passe. Suivant ces observations et ces analyses de contraintes, le programme Elan a mis en place une stratégie qui consistait qui était formulée autour de 4 axes principaux. Le premier étant celui d'accès aux intrants et services, le second celui d'accès au marché, l'autre était l'accès au financement et le dernier, au fait, l'amélioration de l'environnement des affaires. En ce qui concerne les premiers axes, là, nous avons plus visé la distribution des semences pour qu'elles soient, ou des intrants en général, mais la semence en particulier, pour qu'elles soient disponibles aux petits producteurs dans leur lieu de production. Et pour mettre en place, pour réaliser cela, il fallait développer des réseaux de distribution où nous avons utilisé des agromarchands locaux, nous avons utilisé des agents pour les compagnies sémencières ou les distributeurs de semences. Nous avons aussi mis en place un système de production par contractualisation, c'est-à-dire avec un agrobusiness qui fournit ou qui préfinance les intrants aux petits producteurs et ceux-ci lui remboursent à la récolte et deux fois les mêmes agrobusiness et aussi acheteurs des produits des petits producteurs au prix du marché, bien sûr. Nous avons aussi travaillé sur la question des services aux petits producteurs. Là, nous parlons plus de services techniques ou d'accompagnement technique pour la connaissance
de bonnes pratiques agricoles. Nous avons travaillé sur la dissémination de contenu à caractère agricole sur des radios locales et aussi travailler sur des questions brûlantes comme au Kasaï, par exemple, les impacts de la chenille légionnaire. Là, c'était général aussi. Et nous avons aussi parlé des situations, des changements climatiques et comment ça a impacté la population. Donc, cette information, nous l'avons disséminée par les radios locales et les services des SMS. Accès au marché, nous sommes axés principalement sur la participation au marché structuré pour comprendre au mieux comment ça fonctionnait et comment est-ce que le Congo pouvait bénéficier des structurations des marchés et surtout des compréhensions de normes, des standards des marchés. Et là, nous avons fait appel à une compagnie ou à une plateforme internationale, régionale basée à Nairobi, à EGC, et aussi à Aix. Accès au financement, nous nous sommes plus attardés à l'appui au département agriculture de Equity Bank comme partenaire pour développer des outils qui pouvaient nous accompagner, assister les prêts aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Et comme essai, point d'essai, nous avons travaillé sur le financement des PME du secteur sémencier, où Elan a aussi beaucoup appuyé dans le cadre de BDS, c'est-à-dire Business Development Service. On les a assistés pour une mise à jour ou un alignement pour devenir éligible pour des prêts de la banque. L'autre axe que nous avons pris, c'était celui de l'environnement des affaires, où nous avons contribué à monter des plaidoyers, structurer des plateformes et associations. Nous avons travaillé sur la loi de la sémence au Congo et nous avons travaillé aussi, et nous sommes toujours en discussion, sur les aspects de commerce régional et sa compétitivité. Next. Là, ce sont des interventions. Vous avez une carte qui élabore ou qui montre les points où Elan était présent, surtout en termes d'agriculture non pérenne, grains et horticulture, éparpillés sur toute l'étendue. Les points qui ont été, les interventions qui ont été beaucoup plus nationales, c'était la communication de bonnes pratiques agricoles et les messages sur la chenille légionnaire et aussi les plaidoyers. Nous avons une liste beaucoup plus élaborée à la fin de la présentation où vous pouvez même visiter le site Elan RDC pour avoir plus d'informations. Pass next, please. De ce que nous avons fait, voilà ce qui en a résulté, ce qui en est sorti. Les fournisseurs de semences du Sud et de l'Est ont commencé à plus cibler les petits exploitants. C'est les méthodes ou les systèmes de distribution qui ont été mis en place ont beaucoup aidé à augmenter la valeur commerciale de leurs activités et aussi les producteurs, comme on disait tantôt, nationaux et internationaux ont pénétré plus ces milieux-là. Au départ, on avait juste un seul distributeur international et en 2021, nous en comptons 4 pour le Congo et les producteurs nationaux des variétés à pollination ouverte. Nous en avons maintenant, nous avons contribué à une requalification d'un certain groupe. Il y a d'autres qui sont devenus, certains étaient des
agri-multiplicateurs simples et désormais, nous comptons aussi des compagnies sémencières que nous avons citées là-bas, AgriForce, Munga, Mimosa, Bon Berger et Jobseed et autres. Ils se sont ajoutés. Et pour le total de ces fournisseurs de semences, nous avons atteint une vente de plus de 1800 tonnes de semences qui ont été vendues directement aux petits producteurs. Et par ces ventes, nous avons aussi vulgarisé les bonnes pratiques agricoles par les canaux de la vente des intrants. Donc, une vulgarisation intégrée où on a utilisé les réseaux d'agents et de revendeurs. On a effectué beaucoup plus de marketing direct et ce qui était beaucoup plus important, pas beaucoup plus important, mais autant important, était la mise en place de parcelles de démonstration dans les zones de production, dans les zones de vente, pour que les petits producteurs, les petits exploitants aient une visibilité et une information visuelle de ce que la variété représente. Accès et adoption de bonnes pratiques agricoles par le biais de la radio locale et des messages vocaux. Là, à part la radio locale, nous avons aussi utilisé une compagnie, un programme appelé Viamo, qui a utilisé les systèmes de téléphonie mobile pour faire passer des messages par SMS. Et ça aussi, nous avons trouvé que c'était très fréquenté, beaucoup accepté et beaucoup suivi par les petits producteurs dans les milieux reculés. Et c'est une bonne alternative pour faire passer des messages de bonnes pratiques agricoles. Les banques ont fourni plus de 15 millions de dollars en récépissé d'entrepôt. On peut parler de CMA, c'est-à-dire warrantage au Congo. Et plus de 450 000 dollars ont été déboursés aux fournisseurs de semences en prêt. Les négociants, en termes d'ouverture sur les marchés, ils ont eu une bonne compréhension des marchés et surtout des normes associées. En termes de plateforme de plaidoyer, nous avons vu Coprocem être reconnu comme plateforme régionale, surtout pour le secteur sémencier au Nord Kivu, avec l'assistance de notre partenaire FARM, qui est un projet, une intervention de Mercy Corps au Nord Kivu. L'autre résultat, c'est le plaidoyer du projet de législation sur les semences pour la RDC. Ça manque et aujourd'hui, nous avons un dynamisme, un élan, un momentum qui s'est créé autour de la question de la législation sur la semence. Et nous pensons que ça va continuer jusqu'à ce qu'on arrive à une législation mise en place. Et je dois souligner ici qu'en 2017, nous avions déjà eu une tentative. Il y a une proposition de loi qui avait été déposée au Parlement, mais malheureusement, cette proposition n'a pas été adoptée. On l'a remise en examen et au ministère de l'Agriculture, on y travaille pour aboutir à une législation finale qu'ils vont mettre en place, soit en décret, en loi. Next. Là, vous avez une image succincte de nos activités, ce que nous avons atteint comme résultat en chiffres. Donc, près de 346 000 personnes ont amélioré leur niveau de vie, dont 28% étaient des femmes.
Et en termes financiers, cela représente 16 millions de livres sterling que nous avons réinjectés, qui ont été produits par les petits producteurs qui ont été affectés par nos méthodes ou nos interventions. La carte nous indique là où nous étions actifs et vous avez la liste des interventions et les contraintes et même une graphe qui nous montre comment nous avons évolué au cours des années. Next. Peut-être, Gamin, on peut peut-être, avant de passer, on peut peut-être répondre à quelques-unes des questions. Il y a plusieurs questions sur les interventions et d'autres sur les résultats. Alors, au niveau des interventions, il y a une question de François Cassen sur les interventions sur le plaidoyer. Il aimerait qu'on détaille un peu les interventions sur le plaidoyer de Tassai, avec Tassai. Oui. Les plaidoyers avec Tassai, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une organisation qui évalue les niveaux d'accès de la population ou des agriculteurs à la semence de qualité ou à la semence améliorée sur le continent africain. Et ils ont conduit des activités dans plusieurs pays. Et ici, nous avons travaillé avec Tassai pour d'abord évaluer dans nos activités, quand on parle de la distribution des intrants ou accès à la semence des petits producteurs, nous avons remarqué qu'il y avait un gap. Il y avait un problème de la qualité. Alors, avec Tassai, nous nous sommes focalisés sur les études, l'évaluation de la situation sur le terrain. Et Tassai a produit ce que nous appelons les country reports, donc les rapports pays sur l'état de l'accès des petits producteurs à la semence améliorée. Et les résultats que nous avons obtenus sont contenus dans ces documents, mais je vous citerai par exemple les niveaux de pénétration ou d'accès qui est aux environs de 5% d'après eux, d'après les études. Nous sommes aux environs de 5%. Oui, j'ai vu d'autres études qui parlent d'un peu plus de 5%. Nous avons aussi travaillé sur les roadmaps. Donc, des propositions d'un processus, comment arriver à élaborer une loi sémencière, puisque ça, c'était aussi un des points qui ont été qui sont ressortis des études de Tassai, que nous avions un manque, un gap, un vide en termes de loi sémencière. Les processus sont en marche. Avec Tassai, nous avons engagé des conversations avec le ministère de l'Agriculture pour voir comment est-ce que les premiers projets qui ont été élaborés aussi avec l'assistance de Tassai et qui a été rejeté au niveau du Parlement, comment est-ce que nous pouvons la retravailler pour la resoumettre. Donc, nous sommes à ce niveau-là et aussi la mise en place des plateformes ou des plateformes régionales que nous appelons COPROSEM, qui sont les conseils provinciaux des semences. Au niveau de Kivu, Nord Kivu, c'est déjà reconnu. Et au niveau de Sud Kivu, le processus est très avancé. Et tout ça, c'était avec Tassai, avec la contribution de Tassai. Donc, je dirais en bref, c'est comme ça que ce sont les éléments que je pourrais apporter à cette question. Mais comme j'ai dit tantôt, au Nord Kivu, la continuité de la mise en place ou la reconnaissance de COPROSEM était aussi avec la participation de FARM, qui est une initiative ou un programme de Mercy Corps. Je ne sais pas, Greg, si tu veux. Merci, je pense que c'était effectivement détaillé, je ne vais rien ajouter. Il y a plusieurs questions par rapport aux résultats.
qui est justement la section dans laquelle on est. Alors, Hubert Kautuli nous demande est-ce que le programme Élan avait des objectifs chiffrés au départ par secteur pour les comparer avec nos résultats atteints concrets? Oui, on avait. Fiston nous demande, Fiston Kissoudi nous demande quelle stratégie de l'agriculture des 4 listés, Élan a-t-il obtenu les meilleurs résultats? Alors, je vais peut-être prendre ça rapidement. Donc, ce qui était les résultats recherchés avec Élan, c'était d'avoir 1 million de bénéficiaires qui augmentaient leurs revenus. Ce qui est intéressant dans la démarche de l'ambassade britannique, c'est que elle nous a laissé toute liberté dans la façon dont on pouvait atteindre ce résultat. Donc, on a effectivement atteint 1 million et avec une majorité de ces, oui, près de la moitié de ces bénéficiaires viennent de l'agriculture. Donc, on vient de voir tout ce qui est céréales et horticulture a fait environ 350 000, a permis d'améliorer les revenus de 350 000 personnes. Voilà, donc c'est pas la réponse n'est pas tranchée. On ne peut pas comparer à une cible de départ, mais ça a bien fonctionné. Et pour répondre à la question de Fiston sur quelle est la stratégie qui a le mieux fonctionné, en termes d'impact, c'est assez clair. Ça a été le changement de modèle commercial des semenciers. Donc notre travail avec les semenciers, c'est ça qui a permis d'atteindre le plus de gens et probablement un des changements les plus profonds dans le secteur. Mais ceci dit, il y a aussi des changements qui sont très, très importants qui ne donnent pas forcément n'atteignent pas forcément autant de gens sur le court terme. Et là, par exemple, on peut parler des changements en termes de régulation. Voilà, on en reparlera un petit peu plus. Je ne sais pas si, Ngama, tu veux rajouter quelque chose sur ce point? Non, je crois que c'est bien couvert. Les stratégies, comme tu l'as dit, c'est bien couvert. Merci. On peut, à moins qu'on continue avec des questions, on peut passer. Oui, il y a beaucoup de questions. Je propose peut-être qu'on en prenne une ou deux. Il y a plusieurs questions sur la semence. Donc, ouais. Peut-être on peut juste prendre… alors, je vois 2 questions sur la semence. Une question qui parle de la provenance des semences. Y a-t-il eu distribution? Ne pensez-vous pas pour que la durabilité et pérennisation de vos activités, l'INRA et Senacem devraient être impliqués dans la production et la maintenance de semences? Puis il y avait une deuxième question qui était quelle leçon tirer de l'utilisation des hybrides? Peut-on les recommander en RDC pour une utilisation générale? Tu veux prendre ça, Ngama? D'accord, oui. L'implication de INERA et Senacem, malheureusement, le temps ne nous a pas permis d'entrer dans des détails, mais la stratégie d'Élan a sa genèse, au fait, dans la collaboration avec Senacem et INERA. Nous avons cité des champions ou du moins des agri-multiplicateurs qui sont en cours de transformation pour devenir de compagnies sémencières. Avec ces agri-multiplicateurs, nous sommes partis d'une base zéro, c'est-à-dire ils étaient des agri-multiplicateurs, mais ils travaillaient seuls, si je peux le dire ainsi.
Et nous avons associé l'INERA pour la fourniture de la semence de base. Et aussi, on a développé une collaboration avec l'INERA pour la production de la semence de base par les agri-multiplicateurs qui ont été sélectionnés par nous dans le cadre de notre projet. Et ils ont accepté à l'époque de transférer les droits de production de la semence de base à ces agri-multiplicateurs et qui ont produit beaucoup plus vu le nombre que nous avons mis en place. Avec Senasem, le contrôle des processus pour la certification était mis en place par Senasem et nous leur avions confié le rôle de suivi technique. Donc, leur implication est très importante et nous avons si vous allez dans notre site, vous trouverez aussi d'autres documents que nous avons rédigés à ces propos. Ça fait partie de nos recommandations qu'il faut nécessairement travailler avec l'INERA et les Senasem pour un avancement solide, ou même quand nous parlons des plaidoyers pour une législation beaucoup plus robuste, ça inclut les rôles des Senasem et l'INERA. Pour la deuxième question, oui, les hybrides sont de variétés à potentiel élevé, généralement, et nous les avons vus à l'œuvre. Allons-nous les recommander? Pourquoi pas? Moi-même, en agriculteur, je les recommanderais surtout dans le cadre de la productivité, de la rentabilité de l'activité économique agricole. Et si nous allons au-delà de la rentabilité, nous avons aussi des questions de l'insécurité alimentaire qu'il faudra réduire ou qu'il faudra annihiler. Si nous devons le faire, il faut des variétés qui optimisent l'utilisation des terrains ou l'utilisation des espaces. Cela n'exclut pas l'utilisation de variétés à pollination ouverte. Donc, c'est du par cas et nous pouvons évoluer dans ce sens-là. Très bien, merci Ngama. Je propose qu'on avance parce qu'on a encore pas mal à couvrir. OK, d'accord. Les leçons apprises dans la distribution, la vente et la distribution des semences, ça c'est un fait, ça restera. L'accès aux intrants, pour le moment, la semence en particulier, est le problème majeur des agriculteurs de la RDC. Ils n'ont pas accès à une bonne qualité de la semence et surtout ceux qui sont dans des coins reculés, ils en ont besoin et ça demeure un problème. L'accompagnement technique est mieux offert en intégration de la distribution des semences. Nous l'avons mis en place même dans des zones comme Moba, où nous avons travaillé avec Regina Mundi. C'est un programme qui, avec l'accompagnement technique, on obtient de meilleurs résultats. On va beaucoup plus vite dans la pénétration, dans la vente et tout ça. Et nous avons aussi vu que la vente des intrants aux petits producteurs exige une stratégie de marketing adaptée. Ils sont éparpillés, ils sont loin, ils sont dans des coins difficiles à atteindre. Nous pensons et nous proposons, que nous avons appris que c'est le marketing direct, comme on dit, direct marketing, qui porte les meilleurs fruits. Nous avons aussi remarqué qu'il y avait un manque de coordination, ça c'est une leçon que nous avons apprise, entre les acteurs humanitaires et privés. Et ces manques de coordination détériorent les conditions de marché pour les privés. La collaboration est recommandée. Next. Accès au marché, les leçons apprises, la chaîne de valeur agricole au Congo est encore immature et au moins sophistiquée. Nous utilisons des méthodes anciennes, on n'est pas très bien connecté.
Les ajustements apportés aux unités de mesure ont porté un sentiment meilleur sur les marchés avec le rétablissement de la confiance parmi les acteurs. Là, nous sommes particulièrement à Moba, où nous avons collaboré avec les autorités territoriales et aussi les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les commerçants et les producteurs, pour ajuster la mesure d'unité qui a été utilisée dans le commerce. Et à ce jour, on nous annonce un boom, une confiance qui est très élevée et les commerces se portent très bien au niveau de Tanganyika. Il existe aussi un intérêt des acteurs locaux de la chaîne de valeur de participer aux marchés sous-régionaux. Ils sont en train, si nous mettons en place des réglementations, des législations qui supportent le développement de l'acteur congolais, ils sont très intéressés à participer aux marchés sous-régionaux et l'inverse est déjà en place. Donc, ce sera que le Congolais pour entrer et bénéficier aussi de ces dynamismes qui se créent autour de la sous-région. En termes de plaidoyer, une collaboration entre le gouvernement du Congo, les bailleurs et les agences humanitaires et fournisseurs de semences est primordiale, puisque comme nous disions tantôt, si ce n'est pas fait, il y a une distorsion au niveau des marchés et les marchés en souffrent, les acteurs privés ne sont pas intéressés à continuer et ça détruit la tendance. Une collaboration avec d'autres programmes et organisations porte plus d'attention à la cause. Nous avons cité FARM, nous citerons FAO avec qui nous étions en discussion pour voir comment est-ce qu'on peut faire marcher, on peut faire aboutir certains sujets, surtout la législation de la sémence, sur la sémence. Ça aussi, avec d'autres organisations, ils peuvent prendre les relais ou ils peuvent parler de ça de leur côté. Nous savons aussi que USAID est en train ils ont fait une étude à ce sujet. Donc, c'est une collaboration qui va tout simplement donner un peu de convergence dans ce que nous faisons. L'instabilité politique et le manque de financement des agences publiques réduisent l'efficacité des plaidoyers. Là, c'est ce que nous avons, à cette question, nous avons aussi touché, surtout le manque de financement des agences. INERA, SENASEM en souffre beaucoup et faire avancer la chose demande aussi qu'ils aient des muscles financiers pour participer et au débat et à la mise en place de décisions ou de recommandations qui visent l'amélioration de l'environnement. Next. Perspective d'avenir, nous suggérons qu'il faut développer des champions de l'industrie sémencière en RDC, c'est-à-dire avoir des compagnies sémencières qui sont beaucoup plus actives et qui vont prendre le marché qui est là, qui n'attend que des acteurs. Je parlais de Moba et Regina Mundi, ça continue. À Lubumbashi, il y a d'autres qui se mettent en place. Uvira, il y a Sud Kivu, AgriForce et tout ça. Augmenter la collaboration entre les fournisseurs de semences et les humanitaires, surtout dans la partie est du pays où il y a beaucoup d'actions humanitaires, s'assurer que la semence qui est distribuée passe par les SENASEM, mais provient des fournisseurs accrédités. S'unir autour d'outils communs de vulgarisation et de communication, comme je disais tantôt, Viamo, les radios locales, VVC au Kasaï, ils ont besoin d'un financement, mais nous ne pouvons pas garder ou rester dans les régimes de dons
ou de supports comme nous on a fait, il faut plutôt chercher à ce qu'il y ait des acteurs du marché qui passent par des publicités et des annonces et des histoires comme ça. Et ça va générer beaucoup plus de fonds et autonomiser ces outils-là, les radios et les SMS. Développer le financement de l'agriculture, chercher des moyens beaucoup plus innovants, faire intervenir des fonds d'investissement, des prêts bancaires. Nous avons parlé de la tierce détention ou arrentage. Soutenir l'agrobusiness et l'industrialisation. Là, nous parlons de la transformation et le développement des unités agricoles beaucoup plus économiquement robustes. Renforcer les plateformes de plaidoyer multi-acteurs, ça, c'est comme on a dit, la chaîne de valeur agricole, y ajouter des acteurs politiques ou de l'administration nationale. Finaliser une législation solide sur les semences pour permettre au secteur de se développer. Là, nous voyons plus l'attraction des investissements des grandes marques ou des grandes fermes sémencières pour qu'ils s'impliquent dans notre agriculture qui a une valeur de plus de 250 millions de dollars en termes de semences. Ça, il faut, pour attirer ces financements ou ces acteurs ou ces investisseurs, il faut qu'il y ait une législation solide qui les protège, qui protège leurs investissements et qui aussi donne aux Congolais l'opportunité d'accéder à des variétés supérieures, à des bonnes variétés, soit produites localement ou importées. Next. Voilà, moi j'arrête ma présentation à ce niveau. Désolé, je présente mes excuses pour les désagréments du début, chose qui était hors de mon contrôle. Mais voilà, merci beaucoup. Je passe la parole à Grégoire pour la suite. Oui, merci Ngama. Alors, on a encore quelques questions. On n'a pas énormément de temps, mais on peut peut-être en prendre une ou deux. Quelle est votre stratégie de pérennisation des plateformes multi-acteurs dans la période post-élan? Je te laisse la parole, Ngama. Tu essaies de répondre brièvement parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, avec Farm, nous sommes en train de conclure une collaboration ou une passation de main avec une autre maison au Kivu. Je crois que c'est AgriLink ou AgriTech, I'm not very sure. Mais ce sont de collaborateurs de Farm et ils ont demandé, ils ont sollicité que nous fassions une passation de certaines informations et la réunion est prévue la semaine prochaine pour en discuter un peu plus davantage. Mais sinon, c'est ça. Nous quittons la scène. Il y a d'autres acteurs qui vont entrer et nous allons passer des connaissances ou les informations, les données que nous avons à ces nouveaux acteurs. Et aussi, cette discussion d'aujourd'hui, cette présentation, vise aussi en partie d'attirer l'attention des gens à ça pour qu'il y ait une continuation. That's what I would say at this stage. Très bien. Alors, il y a une question sur pourquoi privilégier l'Est du pays. Ça, c'est une question, je pense qu'il faut poser à FCDO. Il y a des zones d'intérêt spécifiques pour chacun des bailleurs qui sont en général en lien avec des problématiques de pauvreté et ou d'instabilité. Comment améliorer l'accès aux semences pour tous les agriculteurs?
Alors, je vais risquer une réponse en une seconde. Je pense que on peut pas vraiment espérer, pour l'instant, à court terme, on peut pas espérer d'accès aux semences pour tous les agriculteurs. Mais, comme le disait Gamin, on est aujourd'hui à moins de 5% d'accès aux intrants, et en particulier aux semences, et on peut augmenter ça. Et il faut avoir, c'est en lien direct avec le pouvoir d'achat, et donc il faut se concentrer sur des zones où il y a des paysans qui sont intégrés au marché. Donc c'est aussi pour ça qu'on a travaillé beaucoup à l'est et dans le grand sud du pays, où où le marché est un peu plus développé, et un peu moins au centre, c'est plus complexe. Dernière question peut-être sur l'accès au financement. Concernant l'accès au financement, pourriez-vous détailler, y a-t-il des limites dans la capacité de Equity Bank à financer les agriculteurs? Le crédit d'entreposage a bien fonctionné. Alors oui, le crédit d'entreposage a bien fonctionné, mais comme on l'a, comme Gamma l'a souligné, on pourrait encore faire beaucoup plus en crédit d'entreposage. Aujourd'hui, le crédit d'entreposage est essentiellement présent dans le sud du pays, donc l'ex-Katanga, et pour des négociants d'assez grosse envergure. Je pense qu'il y a un travail à faire pour que ce produit se démocratise et s'étende aux autres zones du pays. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions. Je propose d'abord qu'on passe au café et cacao. Et si on a encore du temps à la fin, on essaiera de reprendre certaines de ces questions. Donc, Sébastien, je te passe la parole. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Bas, tu peux passer à la prochaine. Alors aujourd'hui, on va discuter rapidement du contexte, hein, la stratégie qu'on a suivie dans le cadre des cultures pérennes, les résultats qu'on a obtenus, bien sûr, les leçons apprises, et comme pour la présentation de mon collègue, les perspectives d'avenir, les défis et les opportunités. Next. Le contexte en 2014 était le suivant. Il y avait relativement peu d'infrastructures et les capacités en matière de traitement étaient limitées. En 2014, pour vous faire une idée, il y avait quelque chose comme 7 stations de lavage, hein, plus ou moins 100 tonnes de K3, qui est le standard de specialty coffee, donc le café de spécialité, qui était exporté sur 6000 tonnes plus ou moins produites. D'autre part, les connaissances limitées et le faible taux d'application d'utilisation des bonnes pratiques agricoles étaient monnaie courante. Et ça a pour résultat des cultures qui sont moins productives et en qualité et en rendement. Une performance générale de l'entreprise qui était inférieure à celle constatée dans les pays limitrophes, hein, que ce soit au niveau de l'agriculture ou des coopératives. À cette époque, les gens cultivaient, enfin, toujours au jour d'aujourd'hui, mais dans une moindre mesure, mais cultivaient de méthodes traditionnelles. Récoltaient des fruits peut-être pas assez mûrs, il n'y avait pas d'élagage, pas d'engrais bio, pas de lutte anti-érosive, de culture secondaire compatible, etc. Et seules 3 compagnies étaient alors certifiées dans un standard ou un autre, en commençant, enfin souvent en prenant en compte le standard bio. Le manque de familiarité et de maîtrise des bonnes pratiques commerciales et le manque de transparence, c'était quelque chose qu'on avait constaté aussi, c'est-à-dire une compréhension limitée du marché global, hein, du fonctionnement du marché, de la demande de l'offre, de la fixation des prix, etc., de la fonction des différents acteurs, traders, exporteurs, roasters, enfin torréfacteurs, clients et tout ça. Les besoins, les attentes des acheteurs étaient parfois mécomprises et ça pouvait amener à des communications tendues, des relations
plus ou moins difficile avec les acheteurs. Typiquement, on pouvait avoir des cas de café qui étaient mal triés et relativement peu de motivation à faire mieux. Les vergers de cacao et surtout de café, en fait, étaient vieillissants, le sont toujours d'ailleurs, et peu ou pas d'efforts de restauration ou de régénération étaient entrepris alors pour pouvoir changer pour pouvoir changer cet état de fait. En 2014, pour vous donner une idée, les exportations étaient plus ou moins de 5000 tonnes pour le café, mais on partait de 1970 avec un pic à 120 000 tonnes. Donc, vraiment une production qui était largement en baisse. Next, s'il te plaît, Bass. Toujours dans le contexte de 2014, tant la qualité que les volumes étaient inconsistants. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup une année avec beaucoup de production, l'année d'après on ne peut pas faire la planification sur l'année précédente parce que la production ne suit pas, etc. Souvent des arrivées retardées, des risques élevés au niveau des contrats que vous alliez formuler si vous étiez un acheteur étranger et des processus très complexes à mettre en place à l'origine. Et ces états de fait, en fait, ont mené en réalité à ce que le cacao et le café congolais soit échangés, soit tradés moyennant un Congo discount, donc une forme de rabais vis-à-vis du prix international tel que fixé sur le marché international à New York et à Londres. C'est-à-dire que à l'époque, le prix est fixé sur le marché et typiquement, si vous alliez négocier un café congolais, vous alliez prendre le prix du marché, enlever 27 centimes par livre de café vert à ce prix du marché, et ça vous donnait l'ordre de grandeur du prix négocié pour le café de Goma. Donc, pour dire que le K4 qui est le standard le plus couramment exporté au Congo, était négocié en dessous du prix pour une qualité moyenne sur le marché international. L'impact ici est aussi important parce que non seulement les prix en RDC étaient inférieurs au marché international, mais ils étaient inférieurs au marché limitrophe, à savoir Rwanda et Ouganda. La multiplicité des taxes, l'administration parfois redondante, une application un peu dure des politiques qui pouvaient être parfois mal alignées sur les besoins du secteur, ont mené à une forme d'oligopole sur le marché, très concentré dans les mains de peu d'acteurs, parce que justement peu d'acteurs étaient intéressés à venir sur le marché congolais. Compte tenu des risques élevés du marché, des bénéfices faibles que tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement faisaient et font encore en partie, et le peu de compétitivité en fait par rapport aux pays voisins. Cet état de fait a aussi eu pour impact que la contrebande est très importante. À l'époque, pour vous donner une idée, le niveau de taxation à l'export en RDC, tout ceteris paribus, c'était de l'ordre de 14%, quand dans l'ensemble des pays limitrophes, on est à moins de 5% et des fois à 1% quand c'est, suivant le pays concerné. Au niveau de la gouvernance sectorielle, elle était relativement inadéquate. Il y avait un manque de structure et d'organisation. Donc, vu que les acteurs étaient peu organisés, ils avaient forcément peu de poids dans l'influence de politiques agricoles, agraires, excusez-moi, vous me corrigerez, et peu de poids dans la formation des processus qui forcément ont terminé par être compliqués et coûteux et générer un environnement des affaires difficile. L'autre externalité de cet état de fait, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque d'efforts marketing coordonnés pour promouvoir l'origine de la RDC
je dirais d'une manière qui traverse tous les acteurs, en fait, quelque part. Finalement, et ça, pas seulement chez nous, enfin pas seulement dans les cultures pérennes, il y avait un manque d'accès au financement flagrant, peu, voire pas de produits bancaires destinés à l'agriculture, des taux d'emprunt extrêmement élevés et une absence de collatéraux qu'on pouvait opposer à un crédit. Et donc, en fait, si vous voulez, l'absence de produits qui pourraient répondre justement à cette absence de collatéraux. Et tout ça fait que en fait, les investissements en RDC par le secteur privé sont relativement lents. Il y a des faibles niveaux de trésorerie, ce qui impacte directement les saisons de récolte. Et des coûts de crédit très élevés qui grèvent justement les marges à faire. Tu peux mettre la prochaine, Bass. Alors, du coup, en fait, notre stratégie a été la suivante. On s'est axé sur 5 piliers: la production, la transformation, la finance, la gouvernance et le marketing. Au niveau de la production, ce qu'on a cherché à faire avec les partenariats qui ont été mis en place et donc avec nos partenaires privés, ça a été de promouvoir l'adoption de pratiques entrepreneuriales qui intègrent en fait la chaîne de production, à savoir les fermiers en fait. Pour pouvoir réussir à faire ça, en fait, ce qui a été notre but, si vous voulez, c'était de pouvoir donner des services d'extension, donc de contractualisation ou d'autres services agronomiques aux fermiers. Ceci génère des coûts et donc pour que les solutions que nous allions apporter et développer soient pérennes, je dirais notre marotte a toujours été que le système se paye par lui-même à terme. C'est pourquoi on a travaillé autour de la certification vraiment. Donc en fait, on a créé et partagé un modèle financier de la certification bio. On a commencé par ça. On a vulgarisé des prérequis du standard bio à travers des formations, en fait, en faisant venir un auditeur bio et en ayant formé dans des trainings des différentes coopératives dans différentes régions du Nord et du Sud Kivu. Et puis, on a eu des partenariats d'appui à l'obtention de la certification. On a aussi essayé de coupler la transformation avec du conseil agronomique. Ça fait partie des modèles d'extension qu'on a mis en place. Et finalement, on a tenté de promouvoir en fait les pépinières à haute densité et la culture sur taillis pour pouvoir augmenter les rendements à terme en fait. Au niveau de la transformation, on a facilité l'accès aux infrastructures et aux équipements, aux systèmes et aux outils. Concrètement, ça s'est traduit par du café, pour le café, la création de stations de lavage, la mise en place de décortiqueurs de Robusta ce qui n'était pas fait jusque-là, c'est-à-dire décortiquer le Robusta de manière mécanique et non pas traditionnelle au pilon, ce qui a tendance à ruiner la qualité. On a piloté, nos partenaires ont piloté la production de café naturel, qui est un processus relativement compliqué à mettre en place et couramment utilisé en fait en Éthiopie. Donc, c'était aussi une première en RDC. Nous avons un de nos partenaires a piloté la traçabilité numérique, récupéré de l'information sur l'ensemble de ces fermiers, etc., au travers d'outils informatiques. Et puis, on a aussi facilité la mise en place de laboratoires de dégustation et
Et puis, je vais m'arrêter là pour le café. Au niveau du cacao, les efforts au niveau de la transformation sont traduits par des unités de fermentation en caisse qui sont une nouveauté ici, enfin en RDC, et quelque chose d'usité en Côte d'Ivoire. On a enfin, des unités de transformation centralisées ont été mises en place afin de pouvoir standardiser la transformation de grandes quantités de cacao acheté directement aux fermiers, sans biais d'intermédiaire d'ailleurs. Et des centres d'achat ont été rapprochés en fait des villages producteurs de cacao. Dans la transformation, on a eu plus de 8 partenariats avec 6 partenaires différents. Au niveau de la production, on a eu plus de 14 interventions avec 11 partenaires différents. Au cacao aussi, j'ai oublié de le rajouter dans cette présentation, mais on a aussi travaillé à justement, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, bien que pas avec ce partenaire, mais à produire du chocolat, en fait. Au niveau de la finance, notre stratégie a été de faciliter l'émergence de produits adaptés à l'agriculture, ainsi que la venue de nouveaux prêteurs. Donc, on a eu plusieurs interventions. Tout d'abord, on a fait une évaluation de la… Excusez-moi. On a eu plusieurs types d'interventions. Notamment connecter les exportateurs et les coopératives aux institutions financières déjà traditionnelles, celles qui étaient sur place, mais qui pour des raisons X ou Y, n'avaient pas de contact avec les coopératives ou les exportateurs, etc. Et aussi aux prêteurs à impact social. Nous, on a aussi conceptualisé des outils de financement par nantissement, donc Stock Monitoring Agreement et Collateral Management Agreement. On l'a fait dans le café et dans le cacao, avec des résultats différents de ceux que nous avons pu avoir dans le maïs par ailleurs. Au niveau de la gouvernance, notre stratégie a été essentiellement de collaborer avec l'industrie. Tout d'abord, on a fait une évaluation de la situation et on a donc relevé l'ensemble des taxes, des processus d'export, etc. Ça a été notre première étape. Puis, on a communiqué les résultats de cette étape aux différents acteurs dans le domaine du café et du cacao. Que nous avons aidé par la suite à se structurer et donc on les a aidés à renforcer les capacités des associations qui étaient déjà existantes par ailleurs. On a aidé dans la conceptualisation du plan de plaidoyer au niveau du plaidoyer administratif et des taxes à l'exportation. Et finalement, dernièrement, on a formé des coopératives sur l'aspect genre, la sensibilisation au rôle de la femme dans la coopérative, au niveau des champs, etc. etc., etc. Au niveau du marketing, notre but a été de promouvoir la RDC en tant qu'origine. Pour ce faire, on a travaillé sur plusieurs axes, notamment la visibilité et une communication positive. Visibilité au travers d'événements pool où on a cherché à faire venir les gens avec notamment Saveur du Kivu, mais où le premier chapitre de AFCA en RDC, donc l'African Fine Coffee Association, mais aussi en pool, en participant ou en aidant nos partenaires à participer à des événements internationaux tels que justement le Specialty Coffee Association, Cocoa Dinner, etc., etc. On a aussi tenté des pilotes centrés sur le consommateur. Le Café des femmes était un label qui a été créé dans ce cadre-là. Type de Farmer a été une autre intervention intéressante qui a été mise en place.
Finalement, nous avons travaillé sur le système de partage d'informations par les acteurs du marché, donc les acteurs existants, d'une manière, je dirais, volontariste de leur part, et on a regroupé ces informations et mis à disposition ces informations, notamment à travers le biais du Congo Coffee Atlas. Je pense que tu peux passer la prochaine charte, Bas. Bon, dans cette charte, vous voyez où ont lieu nos interventions, donc essentiellement au nord et au sud Kivu, compte tenu du fait que c'est là-bas que sont produits la plupart des exports légaux, tout du moins de RDC. C'était assez logique que la plupart de nos interventions se trouvent là. Celle qui est à Kinshasa, c'est l'intervention concernant le plaidoyer justement que nous avons mené. Je pense que tu peux passer à la prochaine, Bas. La situation en 2021. Alors, en 2021, il y a eu une large diffusion de la certification. Au jour d'aujourd'hui, en fait, entre 2017 et 2021, il y a eu 19 exportateurs qui ont été certifiés organiques. Ça, ce chiffre, je vous le présente, c'est le chiffre que vous pouvez aller vérifier sur la base de données NOP, donc la base de données américaine qui tient à jour les compagnies autorisées à vendre de la marchandise bio, en fait. Et sur ces 19 exportateurs, au jour d'aujourd'hui, il y en a 17 qui sont toujours actifs. Donc, c'est un changement, c'est un changement qui semble être acquis quelque part. La plupart des acteurs en 2021 ont intégré une forme ou une autre de service aux agriculteurs, ceci dans des échelles qui leur sont propres, je dirais. Ces services peuvent prendre la forme de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles, par exemple, mais aussi la production de plantules, l'accès aux intrants, enfin, plusieurs formes de services aux agriculteurs. Beaucoup de ces services aux agriculteurs sont en fait des prérequis de la certification, sont requis par la certification. Et si aujourd'hui on vous dit que la plupart des acteurs ont intégré une forme ou une autre, c'est bien parce que la plupart des acteurs est aujourd'hui certifié. On a eu une venue de prêteurs sociaux sur le marché du crédit. Root Capital est venu avec son Challenge Fund de $1 million qui a été prêté sur une durée de 18 mois pour 3 coopératives. C'est un exemple. C'est pas le seul investisseur, enfin le seul prêteur social qui soit venu. Il y en a eu d'autres. Entre on va reprendre en 2014 et 2021, on a eu l'entrée de grands acteurs internationaux dans le marché. Et c'est pas anodin. Elam, qui est un des plus gros traders mondiaux, a acquis une compagnie en RDC et est aujourd'hui en train de travailler sous ce nom-là. Et je dirais peut-être presque plus impressionnant, en tout cas, si ce n'est important, mais impressionnant certainement, c'est Nespresso qui a fait qui est sur sa deuxième réserve Kivu pour les capsules Nespresso, enfin, donc connu internationalement. Et ça, c'est un changement intéressant qu'on a vu au cours des 2 dernières années. Parce que ce genre de boîte, justement, avait beaucoup d'a priori avant de rentrer sur le marché RDC, notamment pour des questions de perception, risque pays, risque d'image lié au pays, etc. etc.
Au niveau des investissements, on a vu des investissements drastiques dans la transformation. Je vous avais dit qu'en 2014, il y avait 7 stations de lavage. Aujourd'hui, on a plus de 100 stations et micro-stations de lavage. Et on trouve de plus en plus de bacs de fermentation gérés professionnellement au niveau du cacao. À titre d'exemple, en 2019, donc juste vous rappeler qu'en... Enfin, non, ok. De ces investissements, on a des exports de K3, donc à nouveau, je le redis ici, c'est le café de spécialité, donc le café très bien trié et qui va chercher des prix très intéressants. On a un export constant en hausse. En 2019, c'était plus de 20% des exports. À savoir que en 2014, on avait péniblement 100 tonnes de K3 qui avaient été exportées. En 2019, on en a 1520 tonnes. Donc ça, c'est la conséquence directe de l'investissement généralisé que le secteur a pu voir. Les exports totaux du café est passé de 4 900 tonnes en 2014 à plus de 9 000 tonnes en 2019. Un autre point intéressant, c'est que le différentiel pour le K4, donc la différence contre laquelle je me reprends, excusez-moi. Le différentiel pour le CAC 4 a augmenté à niveau et plus contre le marché international. Donc, c'est tout ça pour dire qu'en fait, le discount qui était appliqué auparavant contre le CAC 4 en 2014 n'a plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Alors, beaucoup de facteurs exogènes ont amené à cette situation, notamment une pression sur l'offre. Mais il est clair qu'il y a un engouement quelque part pour le café RDC et que, je dirais que des raisons endogènes ont aussi amené à ce que le différentiel du CAC 4 ait augmenté. Finalement, en 2021, on a eu une diminution des taxes suite au plaidoyer. Enfin, pas en 2021, mais en 2021, on constate que la diminution des taxes suite au plaidoyer qui a été mené est effective. On est parti de 14% en 2014 pour arriver à peu près à 11% au jour d'aujourd'hui. On a vu surgir plusieurs associations fêtières dans le domaine du café et du cacao. Sauf erreur, aujourd'hui, il y en a en tout cas 5. Je pense que tu peux passer à la prochaine. Voilà, alors plus de 66 000 personnes qui ont été touchées et qui ont eu au total un changement de revenus positif de l'ordre de 4,6 millions de pounds. Nos interventions, comme vous le voyez, se situent essentiellement à nord et sud Kivu, comme démontré auparavant. Et puis voilà, on a encore beaucoup de choses à dire, donc on va peut-être passer à la prochaine. Bas, tu peux. Ok. Les leçons apprises. Alors, dans les leçons apprises importantes, c'est que travailler avec le secteur privé, c'est vraiment la clé pour une mise à l'échelle et un bon moyen d'amorcer des changements qui soient durables, qui vont se poursuivre. Si aujourd'hui les 60 000 permis sont touchés, c'est aussi parce que la plupart des acteurs sont certifiés. S'ils sont certifiés, c'est parce qu'ils s'y retrouvent. Donc voilà, travailler, on n'aurait pas pu avoir ce genre de résultats, et surtout dans le temps, si on avait abordé ce problème d'une manière, je dirais, plus traditionnelle. Faire les plantules nous-mêmes, donner le conseil nous-mêmes agronomique, etc., etc.
Le rôle de l'exportateur, hein, que ce soit dans le cacao ou dans le café, est critique à tous les niveaux. En effet, c'est lui qui connaît les attentes du marché, à savoir est-ce qu'il va avoir du marché pour sa certification organique ou pas. C'est lui qui a la capacité financière d'entreprendre de nouveaux concepts. Et au final, c'est un gestionnaire d'entreprise. Si le concept que vous lui apportez lui est bénéfique, eh bien, il le continuera. Sinon, sinon on connaît, quoi. La promotion des bonnes pratiques agricoles est un moyen rapide et efficace d'augmenter les revenus des petits producteurs existants. C'est le cas, et c'est spécialement vrai, je dirais, dans le cadre du Congo, la première année, où les techniques de base facilement assimilables par les paysans, telles que l'élagage, par exemple, permettent des résultats rapides et si pas spectaculaire, tout à fait visible en tout cas. L'introduction de la certification et l'adoption et le respect de normes communes sont des moyens efficaces de compenser le coût de système de vulgarisation. Alors, comme on l'a dit, pour autant que le porteur de certificat arrive à vendre plus de 7 containers par an, en théorie, les coûts de la certification et donc de l'appui aux fermiers sont couverts par les premiums. À nouveau, seules 2 compagnies sur les 19 ayant été certifiées sont aujourd'hui sorties du marché. Donc, pour moi, c'est une forme de preuve de concept. Il faudra revenir visiter cet état dans quelques années, mais ça me paraît être bien lancé, quoi. Le traitement et la transformation sont essentiels pour améliorer la qualité et la fiabilité des cultures de spécialité congolaises. Je pense qu'on peut même dire qu'il y a un changement de paradigme qu'on est en train de voir. La mention RDC devient presque un argument de vente pour certains torréfacteurs. Et il y a une demande pour des cafés de qualité. Je veux dire, on le voit clairement dans les exports de K3, quoi. Les activités de marketing visant à accroître l'engagement des parties prenantes auprès des acheteurs, la visibilité sur le marché au sens large et la promotion conjointe de la RDC en tant qu'origine a été un moteur de succès ces dernières années. Bon, je pense que ça s'explique par soi-même, hein. La collaboration entre les acteurs de l'industrie est essentielle pour améliorer le marketing et l'environnement commercial. Cependant, les résultats de cette collaboration sont indépendants du rythme d'un programme d'assistance technique. C'est tout à fait vrai. Les activités de marketing et de plaidoyer prennent du temps, sont risquées. J'entends par risquées, c'est que leurs résultats ne sont jamais garantis. Néanmoins, il s'agit de continuer l'effort, hein. Si aujourd'hui on en est là où on en est, même si le lien de causalité peut parfois être difficile à attraper, précisément, c'est clair que les efforts qui ont été mis dans le marketing ont aujourd'hui permis de remettre un peu la RDC sur la map, hein. Je pense que tu peux mettre la prochaine, hein. Merci. Alors, finalement, les perspectives d'avenir, les défis et opportunités. La RDC a un très fort potentiel agricole, hein. Le gouvernement congolais et les bailleurs de fonds doivent continuer à soutenir les entreprises locales et internationales en investissant en RDC. Ce n'est pas des décisions faciles pour ces compagnies internationales, croyez-moi. C'est comme ça que je suis arrivé en RDC d'ailleurs. Le changement climatique va encore accentuer l'avantage, je dirais le potentiel agricole de la RDC, et va le transformer en tant qu'avantage dans les prochaines années. Car les régions productrices telles que le Brésil, le delta du Mékong et l'Inde vont, elles, être sérieusement impactées par les changements climatiques, hein, et risquent de se retrouver sous pression, de rajouter à la pression sur l'offre, hein. Le rajeunissement des vergers d'arbres existants et vieillissants, ainsi que l'incitation à une large diffusion des services de vulgarisation durable auprès du plus grand nombre d'agriculteurs possible, reste néanmoins un défi fondamental à relever au plus vite.
ce qui est, comme vous l'avez vu, quelque part, on a touché près de 60 000 fermiers, mais il y en a beaucoup plus qui, eux, restent pour le moment à être formés, même sommairement, pour pouvoir obtenir un meilleur résultat. Comment faire pour former l'ensemble des fermiers? Ça va être un travail de longue haleine qui va nécessiter un appui gouvernemental, certainement. Enfin, on n'a pas de solution aujourd'hui pour l'ensemble de solutions à court terme pour l'ensemble des fermiers. Bien sûr, on pourra toujours en rajouter dans les systèmes de certification. Néanmoins, le marché peut accepter qu'un certain tonnage de café certifié. Et c'est pas sûr qu'on arrive à mettre tous les paysans de RDC dans des systèmes de certification. Pour ce qui est du rajeunissement des vergers, c'est une tâche qui est particulièrement ingrate parce que c'est un investissement aujourd'hui pour un retour sur investissement à plus 5 ans, ce qui est, je dirais, pas contradictoire, mais qui va contre l'approche générale d'investir en RDC où le niveau de risque nécessite un niveau de rémunération rapide qui balance les risques pris. Donc là aussi, il va y avoir besoin d'aide au niveau des donneurs et puis du gouvernement. À savoir que cette année, un de nos partenaires va produire près de 3 millions de plantules. Mais il y a un énorme travail à faire en fait. Replanter, en particulier dans le nord et l'ouest du pays, qui sont des zones largement sous-exploitées à ce jour, ce sera une des clés de l'augmentation de la production. Je dirais même qu'un des conseils que j'aurais envie de donner, qu'on n'a malheureusement pas eu le temps de mettre en application dans le courant de ce projet, c'est d'étudier à nouveau les possibilités de partir greenfield, ou comme disent les Anglais, ou de rien, en fait, au nord Ubangui, en réévaluant la possibilité d'utiliser les voies fluviales ou d'exporter via la RCA, etc., etc., etc. Donc, de refaire une mission de scoping là-bas et de remettre toutes les données à plat, quoi. Les politiques et réglementations de la RDC restent un obstacle majeur au développement du secteur. Ainsi, il faut continuer à soutenir les programmes de réforme du gouvernement de RDC, sans quoi l'investissement étranger prendra encore énormément de temps à se concrétiser. À se concrétiser en fait. Vous connaissez tous le classement de la Banque mondiale. Il s'agit quand même de... Enfin, c'est compliqué d'investir en RDC, croyez-moi. Continuer d'investir dans les principes fondamentaux des bonnes pratiques de production, de transformation et d'affaires en adoptant des modèles qui favorisent un cycle d'amélioration continue et de renforcement des capacités. En somme, continuer à faire un travail professionnel, à viser une amélioration de sa manière de faire et surtout ne pas retomber dans les travers d'antan où le respect des contrats, etc. n'était pas forcément la norme. Finalement, il s'agit de développer l'aspect d'une voie unifiée de l'industrie, savoir dépasser les dissensions qui peuvent surgir, permettra de meilleurs résultats tant au niveau des campagnes marketing que du plaidoyer, et ça bénéficiera en fait à tous les acteurs, du domaine. Voilà pour moi. Si je ne crois pas avoir oublié quelque chose, mais peut-être Grégoire, est-ce que... Non, écoute, attends, pardon. Non, merci pour ta présentation. On a un certain nombre de questions. Alors, ça va du très technique. Alors, attends. Est-ce qu'on a une idée du nombre de Q-graders qui ont été formés durant le projet et comment les joindre? Alors, les atteindre, moi, je vous propose de venir, enfin, de nous contacter. Adélard, tu peux me contacter. Hein.
Et puis, je vais voir ça avec Kevin parce que je n'ai pas le chiffre en tête, mais je sais que c'est lui qui avait oversight ça. Donc, Adélard, pas de souci, vous me mettez un mail et puis on va essayer de vous répondre. Ok, tu avais alors il y avait une autre question sur les stratégies. Quelles seraient les stratégies d'un grand trader comme Olam avec des grands facteurs comme Nespresso pour l'amélioration de la production de café dans le Kivu? C'est une bonne question. Toujours Adélard. Ouais, une bonne question, Adélard. Tout d'abord, il faut savoir que pour une boîte comme Nespresso, la perception, l'image, elle est fondamentale. Donc, pour eux, ils doivent être perçus quand ils vendent du café très cher, par ailleurs, hein, à leurs clients, ils doivent être perçus comme, surtout pas comme étant une boîte qui peut avoir des mauvaises pratiques, etc. Du coup, dans leur business model, ce qu'ils essayent de faire, c'est quand ils achètent du café, c'est de l'acheter d'abord à très bon prix et ensuite de s'assurer qu'une partie de l'argent qui est payé par kilo soit réinvesti d'une manière ou d'une autre au niveau du fermier. Et ils communiquent là-dessus. Une des stratégies, je sais, qui a été suivie par Olam pour cette année. Donc, avec Olam, en fait, avec Virunga Coffee, dans le courant de Elan 1.2, près d'1 million de plantules ont été produites, 200 000 de Robusta et 800 000 d'Arabica. Cette production a été facilitée par Elan RDC. Et comme vous le savez, on termine le programme là. Et ce que je sais, c'est que Virunga Coffee va produire cette année entre 2 et 3 millions de plantules. Donc, pour pouvoir vous donner plus de précision là-dessus, j'aurais bien envie de vous renvoyer vers eux directement. Mais d'une manière générale, c'est investir sur le paysan, investir sur la production et s'assurer, bien sûr, d'avoir la meilleure qualité possible. Hein. Avec des boîtes comme Nespresso, il n'y a pas de session de rattrapage. Hein. Ok, alors on a deux questions d'Yvan Godefroy. Une sur, alors je suis étonné de ne pas voir la fraude massive de café cacao parmi les problèmes à résoudre. N'avez-vous pas fait face à ce phénomène? Et la deuxième, qui va assurer la mise à jour et la valorisation du Congo Coffee Atlas? Je peux juste commencer, je vais commencer à répondre à la première, puis je te laisse compléter. Sur la fraude café cacao, j'imagine que vous parlez du passage vers les pays limitrophes sans être enregistré, ce qu'on appelle la misorigination, c'est-à-dire l'enregistrement comme ougandais ou rwandais d'une partie du café et du cacao congolais. Donc oui, évidemment, c'est un problème massif. Et la façon dont on s'en est occupé, c'est avec le travail de lobbying, essentiellement sur les taxes. Parce que la raison de ce phénomène, c'est essentiellement que les taxes congolaises sont beaucoup plus élevées, les taxes à l'export, beaucoup plus élevées que celles des pays voisins. Quand on est arrivé, quand on a commencé à travailler sur le secteur, les taxes à l'export étaient à peu près à 14%. On a une étude là-dessus que vous pouvez trouver sur le site. C'est assez complexe parce que c'est des taxes extrêmement complexes avec beaucoup de départements différents. Mais bon, donc en tout cas à peu près à 14%, alors que en Ouganda, c'est 0%, et je crois au Rwanda, 1%. Enfin, en tout cas, c'est très, très bas. Rwanda, Burundi. Donc, voilà, nous, notre travail, ça a été de faire baisser cette taxe.
On y a réussi en partie, on a fait baisser de 14 à 11%, c'est ce qu'a discuté Sébastien un peu plus tôt. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est pas assez. Et donc, oui, pour faire vraiment face à ce phénomène, il va falloir encore faire beaucoup de plaidoyer. Seb, tu peux compléter et puis parler du Congo Coffee Atlas. Ouais. Alors, qui va assurer la mise à jour et la valorisation du Congo Coffee Atlas? Écoutez, on avait formé un de nos partenaires, mais j'ai vu que ça n'avait pas été mis à jour. Je serais ravi, si vous voulez en rediscuter de comment mettre à jour, qui peut le faire, avec quels moyens, etc. Je serais ravi c'est moi qui l'avais mis, c'est moi qui ai créé ce système. Donc, je serais de BI, donc je serais ravi de le contacter moi, je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous. Si vous y voyez un intérêt de reprendre le flambeau, je serais content d'en discuter, quoi. Dans les questions, je vois comment Elan a réussi à travailler avec les agriculteurs café cacao pendant l'exécution de ce programme, alors que l'insécurité est en place pendant la période du programme. Ouais, en fait, c'est surtout du fait de nos partenaires. Hein. Nos partenaires travaillent dans des zones qui sont connues comme dynamiques. Lorsque c'est possible, hein, les opérations ont continué. Quand je dirais la situation ne l'a plus permis et que c'était possible, les centres d'achat, j'ai des cas en particulier en tête, les centres d'achat ont pu être déplacés. Et sinon, on a eu le cas où on a dû arrêter, notamment dans des pépinières, en fait, hein, où on ne pouvait pas déplacer les pépinières. Où on a dû simplement stopper là et reprendre par la suite une fois que je dirais que les conflits ne se sont pas arrêtés, mais se sont délocalisés ailleurs. Quelles ont été l'origine des variétés de caféiers cacaoyers diffusées par Elan? Alors, c'était du Bourbon et pour le café, c'était Bourbon et Blue Mountain de mémoire. Hein. Et cacaoyer, c'était... Oula. Cacaoyer, il va falloir que je vous réponde par la suite. C'est un nom que j'ai oublié en Swahili, je crois. Je suis navré, mais en gros, ce sont les espèces qui étaient déjà en RDC. Et ouais, ce sont des espèces qui étaient déjà là, en fait. Quelles sont les actions de lobbying réussies dans le cadre de l'environnement du café? Peut-être juste, excuse-moi, pour ajouter à ça, Elan n'a pas diffusé directement les variétés de caféiers. On a travaillé avec des exportateurs ou des coopératives qui eux-mêmes ont multiplié et distribué distribuer des seedlings, des semences. Donc voilà, c'est avec eux qu'on a choisi les variétés qui étaient les plus adaptées aux régions dans lesquelles ils travaillaient. Il y a plusieurs questions sur le lobbying. Hein. Alors, Jim, Liseki, quelles sont les actions de lobbying réussies dans le cadre de l'environnement du café et du cacao? Et Yvan Godefroy, vous ne voyez pas de rôle pour l'ONAPAC. Et puis, je crois qu'il y avait une question similaire tout à l'heure de François Cassen sur la pérennisation, la stratégie de pérennisation des plateformes multi-acteurs dans la période post-Elan. Donc, ouais. Tu veux prendre ça, Seb? Tu veux que je commence le plaidoyer, je pense qu'on en a déjà parlé. C'est essentiellement, enfin, donc le lobbying réussi, c'était essentiellement
la diminution des taxes et la simplification des procédures export. On ne va pas rentrer dans le détail là parce que ça va être trop compliqué de dire quoi a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, quels sont les documents dont on n'a plus besoin, enfin dont on avait besoin et ceux dont on n'a plus besoin. Et je ne suis pas préparé à vous répondre là-dessus aussi. Donc, moi, voilà, mais dites-vous que essentiellement, ça a été de pouvoir faire baisser les taxes à l'export, quoi. Vous ne voyez pas de rôle pour l'impact, c'est faux. J'ai bien dit que si on veut avoir un vrai renouvellement des vergers, un vrai toucher tous les fermiers, au moins avec une base de formation, etc., ça va être difficilement faisable que par le secteur privé ou les programmes de développement. C'est typiquement le genre et c'est la mission de l'ONAPAC de mémoire. Donc, moi, je les vois tout à fait dans leur rôle. La question, c'est le pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce rôle est peut-être pas rempli à 100%. C'est plutôt là la question. Et très franchement, je ne vais pas aller sur cette pente-là maintenant, quoi. Tu disais quoi et quelle question veux-tu prendre par la suite? Quels sont les points de sortie du café et cacao de l'Est vers l'exportation? Vous avez Bunagana, vous avez... non, pas Bunagana, excusez-moi. Vous avez à côté de Goma, Bunagana, c'est le pendant rwandais. Enfin bon, vous pouvez exporter depuis Goma, vous pouvez exporter depuis Kasindi au nord de Beni, via la route. En règle générale, c'est ou depuis Goma ou depuis Kasindi via l'Ouganda et le port de Mombasa. Et si vous exportez depuis le Sud Kivu, une des voies qui est aussi utilisée ou en fonction de l'engorgement des ports, hein, c'est Tanzanie et puis Dar es Salaam. Est-il possible d'accéder à vos évaluations d'impact si elles ont été faites? Peut-être pour toi, Greg? Il y a un certain nombre d'évaluations qui sont accessibles sur le site. Je vois qu'il y a plusieurs questions il y a plusieurs questions dans ce sens. Avez-vous évalué l'impact de vos activités café-cacao? À quel niveau? Producteurs, communautés ou coopératives? Donc, oui, on a évalué l'impact de nos activités. On a un département réservé à ça, hein, un département d'évaluation. Et on évalue ça alors, à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau des partenaires avec qui on travaille, donc essentiellement les entreprises privées ou les associations, pour essayer de comprendre comment ils ont changé de comportement, combien de produits ils ont vendus ou achetés dans le cas du café, etc. Et puis on a donc ça c'est le niveau partenaire, niveau entreprise. Et puis ensuite on a une évaluation au niveau de l'impact final sur, dans ce cas précis, les petits paysans, les petits planteurs. Et donc oui, on a des études d'impact très, très précises et très compréhensives. Et comme je disais, vous pouvez voir certaines de ces études sur notre site. Avez-vous fait quelque chose en termes de coffee sustainability? Tu veux prendre ça, Sébastien? Faudra m'expliquer ce que c'est parce que je ne comprends pas. Là. Faut reformuler la question. Je vous propose de reformuler la question puis on la prend après. À moins que toi, tu aies compris quelque chose à celle-là. Écoute, peut-être c'est en rapport avec la question suivante. Comment Elan a travaillé sur la durabilité de la culture du café menacée d'abandon suite
au faible niveau de revenus à la ferme. Les producteurs de pommes gagnent plus que ceux du café, par exemple. Là, je te laisse répondre. Vous me l'apprenez déjà. Et, enfin, je sais pas quoi. Ça me paraît. euh, Écoutez, je ne savais pas qu'il y avait des pommes qui étaient produites déjà au Kivu. Et puis, travailler sur la durabilité de la culture menacée à l'abandon. Vous voyez, les différentiels ont bougé. Les paysans produisent plus maintenant de café, mais non seulement grâce à l'agronomie, en tout cas ceux qui ont eu les conseils agronomiques, non seulement produisent plus de café, mais intercrop, donc mettre des cultures des cultures, comment on dirait intercropping, Greg du Ouais, Intercalés, des cultures intercalées. des cultures intercalées, typiquement avec des haricots, les bananiers quand c'est au démarrage, etc., etc. Bref, je pense que la durabilité, enfin, tout ça sera fonction du marché, en fait. Hein. Tout ça sera fonction du marché. Je ne sais pas trop quoi répondre de plus. Ouais, je crois J'ai envie de qu'effectivement, il dire, y a un point. Vas-y. ouais, non, mais j'ai envie de dire, de toute manière, le fermier doit aller sur la culture qui lui rapportera le plus. Donc, si à terme le café rapporte rien et que la pomme rapporte 4 fois le prix du café, et ils seront des producteurs de pommes et franquettes. Mais je crois quand même, bon, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de fluctuations des prix du café récemment. L'année dernière, il était très bas. Ça remonte. Nous, évidemment, on n'a pas de prise sur on n'a pas de prise sur les cours internationaux du café. Mais je crois que le travail d'Elan, ça a été essentiellement d'assurer que le secteur du café au Congo soit aussi fonctionnel que possible. Et là-dessus, il y a quand même deux éléments très importants. C'est un, il y a encore beaucoup de choses à faire. On part d'un très mauvais point de départ, c'est-à-dire que le Congo en 2010, enfin, l'industrie du café et du cacao au Congo en 2010 était en délabrement total. Et ça, c'est en train de changer, en partie grâce à Elan, mais pas que. Et donc, il y a beaucoup. Et le deuxième point, c'est que le Congo a un énorme potentiel. Donc, je pense qu'il faut, en termes de production de café et cacao. Donc, oui, il y a des fluctuations, mais je pense que c'est deux secteurs qui restent extrêmement importants et surtout qui ont un potentiel immense dans les années qui viennent. Bon, pommes de terre, pourquoi pas, mais café et cacao aussi. Ah, on parlait de pommes de terre. Moi, ok, d'accord. Ouais, forcément. Ouais, pommes de terre, d'accord. Ouais, désolé. Ouais, effectivement, il y a des pommes de terre au Nord Kivu. Que pensez-vous d'une banque agricole pour pérenniser la disponibilité des fonds de préfinancement? Ce serait fantastique, hein, honnêtement, mais bon, celui qui arrive à faire ça, tant mieux, quoi. Que pensez-vous de la mise en place d'une banque agricole congolaise pour pérenniser la disponibilité de fonds de préfinancement des campagnes agricoles? Chapeau à celui qui arrivera à faire ça, c'est effectivement quelque chose qui pourrait aider énormément dans le futur. L'INERA dispose de très bons matériels de café arabica Mulungu et Robusta Yangambi et Bongabo. Cacao aussi dans les mêmes sites sauf Mulungu. Il aurait été préférable de faire la diffusion de ces matériels performants. Merci Daniel. Sauf erreur, une partie des plantules venaient de l'INERA. Mais ça reste à vérifier. J'ai pas la certitude là-dessus, mais de mémoire, c'est déjà ou de l'INERA ou de l'ONAPA qui a
à Beni Boutembo. Il me semble qu'il y a eu une histoire comme ça. Peut-être, Greg, si tu veux en rajouter, sinon, peut-être prochaine question. Non, je sais que nos partenaires ont en partie sourcé localement et donc chez INRA. Bon, après, je crois que l'idée, c'est aussi de tester différentes variétés. Donc, c'est ce qu'on a fait. Oui, mais comme tu l'as dit, Greg, les variétés qui ont été achetées par les partenaires sont celles qui venaient de Mulungu. Et je crois nos amis de l'INERA peuvent contacter la branche de Bukavu, Mulungu, pour qu'ils leur donnent plus de détails sur ce qui a été acheté par le partenaire de Elan RDC. L'autre aspect sur la question de crédit agricole ou une banque agricole, oui, il y avait JJ sur la liste des participants, et je ne sais pas s'il est encore là, mais je crois qu'il y a un effort considérable, comme nous avions soulevé ça bien avant, de développer un produit agricole innovant adapté pour le secteur agricole. Qui va le faire? Nous pensons qu'avec déjà cette initiative de Equity Bank et il y a aussi TMB qui n'est pas très loin, nous pensons qu'il y a déjà des signes précurseurs. C'est question de mettre en place des législations ou des réglementations qui appuient ce genre de développement. Et nous aurons des acteurs non seulement locaux, mais aussi internationaux. C'est pourquoi nous parlons de la plaidoirie, c'est pourquoi nous parlons de la mise en place des législations adaptées, non seulement pour l'agriculture, mais aussi pour l'agribusiness en général. Donc, je crois que ce sont des pistes qui se mettent en place petit à petit et Elan, au fait, ce que nous avons fait, s'il faut le dire ainsi, ce sont des proof of concept. Ce sont des preuves que les idées qui étaient élaborées, les stratégies qui étaient élaborées peuvent arriver à des solutions réalistes et pratiques et mesurables. Donc, voilà ce que moi, je dirais à cette question-là pour la question de financement. Merci. OK. Alors, il reste 5 minutes. On va essayer de prendre les deux dernières questions et puis de conclure. Donc, Daniel Lounzé nous demande, dans les perspectives, vous n'avez pas clairement défini le rôle de la recherche pour la durabilité des actions que vous avez réalisées en RDC. Sébastien Gama, qui veut prendre ce... Je pense que ça s'adresse autant à l'un qu'à l'autre. Oui, au niveau à ce que nous avons dit, oui, la recherche est présente. La recherche à ce stade est encore n'a pas suffisamment de moyens. Nous avons évoqué la problématique de financement des agences de l'État. Nous sous-entendions INERA et SENACEM en particulier. La recherche doit être financée. Elle doit être financée soit par le gouvernement ou les acteurs privés. Pour que les acteurs privés ne viennent, la question de législation revient sur la table. Donc, nous devons avoir des réglementations qui garantissent ou qui donnent des assurances aux investisseurs. La recherche coûte beaucoup d'argent et elle est nécessaire pour le développement de l'agriculture. Si on ne développe pas l'agriculture, si on ne développe pas la recherche, l'agriculture devient obsolète. C'est le cas que nous sommes en train d'expérimenter en général au Congo. Les variétés sont obsolètes, les variétés techniques sont obsolètes, alors qu'ailleurs,
On parle de l'ère de la digitalisation, on parle de l'ère de techniques beaucoup plus sophistiquées. Il faut que quelqu'un y mette de l'argent. Et ces financements, nous avons vu ça à deux niveaux, au niveau du gouvernement, qui pour le moment ne semble pas encore disposer de fonds pour booster cet aspect-là ou cet axe. Mais ça peut aller plus vite avec les capitaux privés. Et les capitaux privés exigent des garanties. Donc, moi, c'est ce que je dirais. C'est renfermé dans notre proposition de mettre en place une législation, des réglementations qui sont plus adaptées et alignées à ce qui se passe ailleurs dans la sous-région et même plus loin dans le monde. Merci Ngama. Est-ce que Seb, tu veux prendre la question sur les associations en une minute? Quelle durabilité, autonomisation aux associations initiées sous l'accompagnement de Elan, ACCAF, IFCA, etc. Alors, je vais juste préciser, en tout cas, ACCAF, ça n'a pas été initié sous Elan. C'était une association qui existait déjà, qu'on a aidé à se structurer, mais ce n'était pas initié sous Elan de mémoire. Écoutez, ces associations, en théorie, doivent réussir à survivre sur le paiement de leurs membres, enfin les cotisations de leurs membres. Je crois que c'est le cas. En tout cas, ça devrait être le cas. Si ce n'était pas le cas et s'il leur manquait des fonds, il existe quand même plusieurs prêteurs, enfin pas prêteurs, excusez-moi, plusieurs bailleurs de fonds et programmes qui sont de développement au niveau de la RDC. Et si j'étais à leur place et que j'avais des problèmes de perspective en termes de durabilité, etc., j'irais dès demain commencer à aller chercher, en plus des contributions de mes membres, des fonds extérieurs qui pourraient typiquement venir de ce genre d'acteurs. Je ne sais pas, peut-être Greg, tu veux rajouter quelque chose, quoi. Peut-être pas. Ouais, très, très rapidement, effectivement, on a travaillé avec plusieurs associations, pas que ACCAF et IFCA, mais beaucoup d'associations à la fois dans le secteur du café et dans les autres secteurs. Ce qu'on voit, c'est que ces associations font un travail extrêmement important, mais ont encore besoin de plus de temps pour arriver à une véritable maturité. Donc voilà, elle mérite d'être accompagnée plus loin et de continuer à travailler sur ce qu'elles ont déjà entrepris jusqu'ici. Voilà. Je crois qu'on arrive à la fin de notre session. Je voudrais, avant de terminer, je voudrais vous rappeler que vous avez beaucoup de matériel sur le site d'Elan. Vous pouvez cliquer sur les liens sur le dernier slide là, qui sont des liens justement vers tous les rapports et tous les articles qu'on a développés sur ces deux secteurs. Et puis, vous pouvez évidemment contacter directement notre équipe. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Et puis, merci. Je voudrais une dernière fois, puisque c'était la dernière séance de partage, une dernière fois remercier l'ambassade britannique d'un côté et nos partenaires de l'autre, tous les partenaires du secteur privé, des associations et du gouvernement, sans qui tout ce travail n'aurait pas été possible. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci et bonne soirée.